Donc bonjour Jean-Marc Collignon, qui est donc... Alors, je suis le concepteur d'une nouvelle thérapie brève Ouais. qui s'appelle le détachement émotionnel express. Le détachement émotionnel Express. express. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de passer 10 ans en psychothérapie, on va directement à la racine de ce qui est à l'origine de nos perturbations émotionnelles, aussi bien pour les neurotypiques que pour les personnes hypersensibles, donc D'accord. Asperger, HPE. D'accord. Ok. Alors moi je t'ai demandé de venir, je te remercie d'ailleurs de t'être déplacé, parce que je suis en train de rédiger un ouvrage, et le thème de mon ouvrage c'est le sentiment de possession. D'accord ? Donc j'essaye de lister un petit peu, parce que j'ai déjà rencontré un psychiatre, j'ai rencontré un prêtre, j'ai rencontré des tas de gens, et de lister un petit peu tout ce qui pourrait nous posséder. J'ai vu que tu travaillais sur les jumeaux. Alors, ça c'est une partie du travail. D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut être possédé par un jumeau qu'on aurait eu intra-utérin et qui serait mort en cours de route ? C'est pas tout à fait comme ça que ça se Vas-y. présente. On est possédé par la structure défensive qu'on a mis en place. C'est-à-dire que il y a l'être, l'enfant quand il s'incarne, c'est une boule d'amour qui s'incarne, et à chaque événement traumatique, il va créer un système de protection. D'accord. On peut s'être protégé contre ce jumeau, c'est ça ? C'est-à-dire que le vécu, alors c'est vrai qu'on rencontre énormément de processus de perte de jumeaux en thérapie, beaucoup plus que ce que la médecine traditionnelle Bien sûr. nous propose. L'expérience thérapeutique nous montre que les processus de perte de jumeaux commencent très très tôt. Il y a des jumeaux monoamniotiques, donc dans la même poche, dans les poches différentes, monozygote, avec ouais. des processus sensoriels traumatiques qui sont différents. D'accord. Au départ, il y a une fusion avec le jumeau, il y a une séparation qui est un arrachement, qui est une déchirure, et qui est à l'origine de la blessure d'abandon. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance au moment de la perte du jumeau, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité d'avoir survécu à l'autre. Pourquoi lui et pas moi, pourquoi moi et pas lui, la l'ego n'est pas encore culpabilité du formé, survivant, il n'y a pas encore de séparation avec l'autre. Donc la culpabilité du survivant qui est toujours présente et qui nous amène dans le quotidien à prendre des responsabilités sur l'autre qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que je veux absolument sauver l'autre ou je veux absolument... souvent, c'est pour sauver le jumeau. D'accord. Je mérite pas parce que je me sens coupable d'avoir survécu, je mérite pas le meilleur pour moi. Il y a cette culpabilité inconsciente qui est vécue au quotidien et qui fait que je ne m'autorise pas à vivre le meilleur pour moi. D'accord. Donc le sentiment de possession n'est pas lié au fait d'être possédé par un ancien jumeau, mais par ces mécanismes inconscients que nous avons mis en place pour nous protéger ou pour réagir à des situations insupportables. Voilà, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un dépassement de la capacité d'adaptation émotionnelle, il y a la création d'un traumatisme. Il y a un traumatisme d'abord qui est vécu sensoriellement, et associé à ce processus sensoriel, il va y avoir des croyances qui vont s'inscrire. Avant l'apparition du cerveau, avant que le cerveau soit construit, il y a déjà des croyances qui sont inscrites avec les processus sensoriels. D'accord. Tout est enregistré à partir de la conception. Et déjà, dans les toutes premières semaines, on va inscrire des croyances. Je ne mérite pas d'avoir survécu à l'autre. Ça, c'est une croyance fondamentale qui va impacter toute la vie de la personne dans son quotidien. Donc, on va être possédé par cette croyance. C'est-à-dire que cette croyance va nous posséder. Cette croyance, elle est issue de ce qu'on n'a pas été en capacité de digérer au moment de la création du traumatisme. Bien sûr, entre la conception et la naissance, on n'a pas la possibilité d'exprimer, on n'a pas la possibilité de vivre psychologiquement la scène traumatique. Ce qui se passe, c'est qu'après la naissance, on va vivre des harmoniques de ce scénario. C'est-à-dire que peut-être même qu'on va remettre en place des situations. Les situations vont se représenter. C'est-à-dire que notre inconscient va nous créer des situations qui sont en relation avec nos peurs profondes. Donc nos peurs profondes, c'est ça, c'est de revivre ça. Donc les situations qu'on va expérimenter, ce sont les situations similaires, des harmoniques de ce scénario traumatique. Donc on va revivre ça en permanence jusqu'à ce qu'on soit en capacité de le digérer, c'est-à-dire en conscience d'accepter de vivre ce qu'on n'a pas été en capacité de vivre à ce moment-là. Comment tu le soignes ?
Alors, on ne soigne pas. On accompagne le patient à partir de sa difficulté au présent, puisqu'il revit en permanence ces scénarios. Il va revivre ces scénarios dans sa vie de couple, il va revivre ces scénarios avec son animal de compagnie, il va revivre qui n'a pas perdu un chien avec une souffrance extraordinaire, ou qui... Voilà. Donc ce scénario, il va être revécu. Mais dans le quotidien, dans le présent, qu'est-ce qui m'impacte ? Ce qui m'impacte, c'est la situation que je vis, tout est transfert. Il n'y a pas de réalité dans la situation, dans les émotions que je vis au quotidien. Il y a un transfert par rapport à une scène antérieure, une scène traumatique antérieure. Une scène primitive. Voilà, une scène primitive. Donc par rapport à l'émotion qui est le présent, on va rentrer dans un processus thérapeutique pour permettre à l'inconscient de redonner au cerveau la possibilité de réinformer la scène traumatique originelle. D'accord. C'est-à-dire que, comme tout a été enregistré sensoriellement, derrière chaque émotion, il y a un processus sensoriel. Bien sûr. Et ce qui nous intéresse, c'est que de laisser se déclencher ce processus sensoriel qui va être généré par l'émotion du moment présent. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens de perdre mon chien, j'ai une émotion, cette émotion-là, elle va m'amener à ouvrir une porte, et l'inconscient va me délivrer à la réinformation le scénario traumatique originel. D'accord. C'est-à-dire que tu vis deux scènes différentes en fin de compte. Tu vis la scène actuelle qui est triste, mais tu revis une scène... Quand on laisse la possibilité, quand on accepte de rentrer dans le travail thérapeutique, oui. C'est-à-dire que l'inconscient a cette intelligence de te redonner la scène originelle. C'est-à-dire la scène originelle, elle est d'abord sensorielle. Donc derrière chaque émotion, il y a un processus sensoriel. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, quel conseil donnerais-tu, parce que là, il y a des personnes qui nous font confiance et qui vont nous écouter, quel conseil donnerais-tu à une personne qui se sent possédée ? Alors la possession, c'est beaucoup plus vaste que ça, parce que il faut comprendre que, alors, d'abord, entre la conception et la naissance, on va vivre pas mal d'expériences. Il n'y a pas que le processus de perte de jumeaux. Il y a 9 mois qui vont se dérouler avec un processus de naissance qui est aussi démesuré du point de vue, ce qui est aussi démesuré du point de vue de la psyché de l'enfant. Hein, un psychanalyste a écrit un livre qu'il intitulait le traumatisme de la naissance. Donc c'est Otto Rank, qui était le premier disciple de Freud, qui a identifié ça chez ses patients qui revivaient en permanence leur processus de naissance. Et pour Otto Rank, le traumatisme de la naissance était le traumatisme nodal à partir duquel tous les traumatismes allaient découler. Mais il n'y a pas que le traumatisme de naissance, parce que avant, les processus de perte de jumeaux, c'est aussi un traumatisme très important. Le processus de naissance, c'est important dans la mesure où chaque scénario peut être traumatique. Je reste bloqué avant la naissance, quelques heures avant que le col soit ouvert, il y a eu la perte des os, les contractions, je suis bloqué dans une situation de sans-issue, et là, les formes pensées, les croyances qui arrivent, c'est « je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, j'arrive pas à sortir », il y a un épuisement, il peut y avoir une perte de connaissance, ça peut devenir démesuré. Après, il y a le processus de naissance. Le col ça peut donner sûrement claustrophobie, agoraphobie, ce genre de choses. Ce genre de choses. Et puis aussi, ça va créer derrière un sentiment d'impuissance par rapport aux situations de sans-issue. Donc une grosse dévalorisation qui va être compensée par l'enfant et par l'adulte plus tard, par un perfectionnisme extérieur pour ne pas être jugé, parce que la peur, c'est d'être mal jugé par rapport à ce sentiment d'impuissance que j'ai si je m'ouvre un petit peu. Donc il va y avoir une rigidité, il va y avoir... le syndrome de l'imposteur, par exemple. Par exemple, oui. Je connais bien. Oui, par exemple, oui. Ça peut être issu de ça. Donc le processus de naissance, il est... alors il y a un psychiatre qui est très intéressant quand on veut comprendre les processus de naissance, qui s'appelle Stan Grof, qui a travaillé aux États-Unis à l'époque où le LSD était encore autorisé, et qui a créé après derrière la respiration holotropique. Mais dans ses livres, il identifie des processus de naissance différents, et il nous amène à comprendre tout ce qui se passe entre la conception et la naissance. Donc ça, c'est important. Le moment où on coupe le cordon, c'est un moment qui est terrible aussi pour l'enfant. On ne devrait pas couper le cordon tout de suite. On devrait attendre le temps que tout le sang soit rentré, que toutes les... Enfin, il y a un moment
à respecter, qui n'est pas respecté par le corps médical, qui n'a pas le temps de faire son boulot jusqu'au bout. Mais c'est une coupure et c'est une déchirure qui impacte aussi profondément l'enfant, du point de vue traumatique. Donc, pendant ces 9 mois, l'enfant il va vivre des expériences traumatiques, et à chaque expérience traumatique, il va y avoir une croyance qui va s'inscrire. Cette croyance, c'est cette croyance-là qui va générer la possession, puisqu'on parle de possession. Oui. Il va être donc possédé par ces croyances. Ces croyances, elles vont être... alors, il y a un psychiatre qui s'appelle John Pierrakos, un psychiatre américain d'origine grecque, qui identifie chez l'adulte 5 structures caractérielles défensives. Et ces 5 structures caractérielles défensives, ce sont 5 systèmes de protection différents qu'on a en nous, mais qui nous possèdent, qui nous protègent, mais en même temps qui nous possèdent, puisque ces systèmes de protection empêchent l'expression de l'être, empêchent d'être réellement dans notre humanité. Et ces 5 structures caractérielles défensives, elles sont construites sur nos peurs d'enfant, sur celles qu'on n'a pas résolues. Pour en revenir aux travaux d'Autoran, qui observent que ces patients vivent des harmoniques de ce vécu périnatal, l'enfant, quand il va vivre ces harmoniques-là, il va chercher des solutions. Chaque fois qu'il va trouver une solution gagnante, qui fonctionne, cette solution elle va être modélisée et reprise par l'inconscient en mode automatique. Arrivé à l'âge adulte, on a tout un tas de programmes comme ça automatiques qui sont des stratégies gagnantes pour échapper à nos peurs profondes. Ça s'appelle la personnalité. Notre personnalité, c'est la somme de nos systèmes de protection. C'est important peut-être de voir aussi que ce sont des principes de survie. Oui, bien sûr, c'est un système adaptatif. Voilà, c'est ça. Quelquefois, nous sommes un peu méprisants vis-à-vis de nos mécanismes de défense. Mais en fait, le mécanisme de défense que nous découvrons en nous, il devrait d'abord être accueilli. On devrait peut-être d'abord lui dire merci. Mais, merci de m'avoir amené jusqu'à là. Voilà, tout ce système, il est là pour protéger l'enfant. Le problème de nos sociétés modernes, c'est qu'il n'y a pas de rite initiatique pour sortir de l'enfance. C'est-à-dire pour guérir de nos peurs d'enfant. Donc on va rester en tant qu'adulte possédé par cet enfant intérieur. C'est-à-dire qui lui est blessé, qui lui n'est pas guéri, qui est juste protégé par un système défensif. Donc on va être possédé par ces 5 structures caractérielles défensives qui sont la somme de nos croyances inscrites dans cette période périnatale. Aujourd'hui, chaque fois qu'on va poser un acte, on va le poser par rapport à une peur profonde. J'ai peur de manquer, j'ai peur qu'on puisse voir mon impuissance, d'être mal jugé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur de... Voilà, on se retrouve avec les 5 blessures qui ont été vulgarisées un petit peu par Lise Bourbeau. Bon, et ça, c'est quand l'enfant trouve des solutions comportementales qui lui permettent d'échapper à sa souffrance. Et puis quand il ne trouve pas de stratégie pour échapper à sa souffrance, chaque fois qu'il y a un dépassement de sa capacité d'adaptation, en fait, d'adaptation émotionnelle surtout, et ben là, il y a création d'un traumatisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va y avoir une dissociation, il va se créer dans le cerveau une dissociation de la scène qu'il n'est pas en capacité de gérer et un refoulement de ce qui n'a pas été géré dans la situation. Donc tout ce qui a été enregistré par les 5 sens et la charge émotionnelle va être refoulé dans l'inconscient, dans le subconscient, dans le cerveau limbique, et on appelle ça un traumatisme. Donc ce traumatisme, il va perdurer, c'est-à-dire qu'il est dans une partie du cerveau qui est intemporelle, et aujourd'hui, chaque fois qu'on a une réaction émotionnelle qui n'est pas issue d'un programme de survie, c'est-à-dire que je suis en danger de mort, je dois lutter ou fuir, là l'émotion est normale, mais à chaque fois que j'ai une émotion qui n'est pas en lien avec ma survie, à chaque fois, c'est qu'il y a un traumatisme derrière, et à chaque fois, mon émotion, elle est erronée. Elle est issue de ce traumatisme qui n'est pas digéré. Donc, quel que soit l'âge, s'il y a un traumatisme à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est toujours actif dans le cerveau, dans l'hémisphère droit du cerveau, dans cette partie limbique, et aujourd'hui, je réagis émotionnellement par rapport à mes traumatismes du passé. Donc, le sens de la thérapie, c'est vraiment d'aller à la racine de ces perturbations, de ce qui m'embête aujourd'hui émotionnellement, et de réinformer le traumatisme originel qui est, lui, par contre, dans cette période périnatale, et qui est toujours actif. Donc quand tu parles de dissociation, on parle de temps qui sont prénatales ou périnatales. Parce que tu parles d'une dissociation traumatique qui se fait entre le conscient et l'inconscient.
Parce qu'on a aussi des dissociations qui se font dans la petite enfance, où ça peut être le moi, à ce moment-là, qui est coupé en deux, entre un moi terrorisé, par exemple, et un moi qui s'imagine qui pourrait être tout puissant, ou un moi qui est identifié à l'agresseur. Ça existe aussi. Ce qui va créer des personnalités, presque des personnalités multiples. Non, alors, alors ça c'est un autre... La personnalité multiple, c'est autre chose. C'est-à-dire que la personnalité multiple, c'est un traumatisme poussé à l'extrême. Oui. Et nous, on a tous des sous-personnalités. Oui. Qui sont, avec un passage plus ou moins fluide en fonction des situations. Bien sûr. Si je vois papa frapper maman, par exemple, je peux à la fois être terrorisé par ce monstre, je peux en même temps être un peu content parce qu'elle l'avait cherché, je peux aussi m'identifier à l'agresseur et être potentiellement l'agresseur. Et tu vois là déjà 3 personnalités qui apparaissent. C'est pas comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que en fonction de ma sensibilité, je vais vivre les choses plus ou moins bien. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction de mes traumatismes antérieurs, je vais vivre cette situation d'une façon où je vais avoir un peu plus de résilience, ou alors ça va un peu plus m'impacter. Si je suis hyper émotif, ça va m'impacter énormément. Oui. Et je vais plus facilement rentrer dans un processus dissociatif. C'est-à-dire que dans le processus dissociatif, le conscient est éjecté de la scène traumatique, c'est-à-dire qu'il prend ce recul. Il y a un processus chimique qui se passe et le cerveau va envoyer une substance chimique qui est comme de la kétamine ou de la morphine pour dissocier le conscient de ce qui est insupportable, donc aussi bien du point de vue émotionnel que du point de vue physique. Ce moment dissociatif, il peut ouvrir la porte, s'il est répété et si éventuellement il est violent, à la création d'une sous-personnalité qui va gérer la situation. Et cette sous-personnalité, elle n'arrive pas forcément à la conscience de la personne qui vit ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des personnes qui ont des multiples personnalités, avec des troubles dissociatifs de l'identité, avec des sous-personnalités qui gèrent différentes situations sans que le conscient soit informé de tout ce qui se passe. La dissociation traumatique, elle est là. Elle apparaît à ce moment-là. Et encore une fois, cette dissociation traumatique, ce sont des prises de possession du corps physique par différentes sous-personnalités, mais cette fois, dans le cadre des TDI, sans que le conscient soit informé. D'accord. Donc ça, c'est plus difficile à traiter parce qu'il faut que toutes les sous-personnalités soient informées du travail thérapeutique. Et ce qui est rarement le cas. Bien sûr. Mais ça peut expliquer, par exemple, comment des personnes entendent des voix où il pourrait y avoir une sous-personnalité qui parle avec une autre sous-personnalité. Par exemple, celui qui identifie à l'agresseur, qui juge celui qui était la victime en lui disant « tu es nul, tu vaux rien ». Et tu ferais mieux d'aller te jeter par la fenêtre. Il y a des personnes qui entendent. Alors c'est pas comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un cadre entre guillemets naturel, normal, on a tous donc ces sous-personnalités, ces 5 structures caractérielles défensives qui gèrent les situations, mais avec des intérêts divergents. D'accord. Donc, en fonction de notre sensibilité, plus on est sensible, un hypersensible va avoir beaucoup plus de sous-personnalités parce qu'il y a eu beaucoup plus de traumatismes et il va y avoir à chaque fois des intérêts différents pour chacune des sous-personnalités par rapport à une situation. Donc là, effectivement, il y a forcément une négociation de parties pour obtenir une solution. Et dans le travail thérapeutique, c'est ce qu'on permet. On permet cette négociation entre les parties alors, dans le travail thérapeutique, c'est bien sûr, c'est sous le contrôle, on va dire, du conscient. C'est-à-dire, il y a un self qui est là et qui amène à cette négociation entre les sous-parties pour trouver une solution. Ça, pour les hypersensibles, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un terrain d'entente entre toutes ces sous-parties qui ont des intérêts différents. Et plus on est sensible, et plus on a de sous-personnalités. Ok. Alors, quel conseil, j'y reviens, j'y tiens, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent possédé ? Qui se sent possédé. Qui a un sentiment d'être possédé.
Alors, la première des choses, le premier conseil qu'on peut donner, c'est déjà de trouver un centre. D'accord. C'est-à-dire, se recentrer. C'est se recentrer. Et se recentrer, c'est trouver à l'intérieur de soi un espace pacifié d'où on va pouvoir observer ce qui se passe. Bien. Ça, c'est fondamental parce que toutes les perturbations sont périphériques. D'accord. C'est-à-dire que il y a des pratiques comme le zen qui permettent de trouver un espace la méditation. Pacifié, la méditation. Mais attention, la méditation, pas n'importe quel type de méditation, pas la méditation avec de la musique, non, la méditation en silence pour trouver un espace pacifié à l'intérieur. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé ce centre, il est très difficile... redevenir le patron, quoi. Au moins le témoin. D'accord. À partir de ce centre... À partir de ce centre observateur, observant, on va pouvoir identifier nos problématiques, identifier les voies, identifier tout ça. Donc la première des choses à faire, c'est déjà faire ce travail de trouver ce centre, de trouver cet espace pacifié. S'il n'y a pas d'espace pacifié, on est toujours en périphérie et il n'y aura pas de solution. Parce que c'est toujours une sous-personnalité qui va prendre le pouvoir dans le cadre du travail thérapeutique. C'est toujours la personnalité qui gère le job. Bien sûr. Donc c'est pas le sens. Le sens, c'est que ce soit l'être qui se libère de cette protection créée par la sous-personnalité. D'accord. Oui, réaliser qu'en fait, on n'est pas en danger. Ce sont des peurs d'enfants. Voilà. Pour la majorité, ce sont des peurs d'enfants. Si tu prends l'exemple de... Alors moi, je parle de ce qui est post-natal, c'est dans mes habitudes. Je n'ai jamais étudié trop ce qui était en périnatal. Si tu prends l'exemple de l'angoisse d'abandon, qui peut subvenir peut-être avant la naissance, mais qui peut arriver, qui peut venir après la naissance, mais qui peut même venir tardivement. Il y a, le mot angoisse d'abandon, c'est un mot valise qui regroupe beaucoup de choses. Un nourrisson qui serait abandonné serait en danger de mort. Il serait même promis à la mort dans un espace sauvage, s'il n'est pas récupéré. Alors qu'un adulte qui est abandonné, c'est généralement même une bonne nouvelle, parce que celui qui m'a abandonné, ça aurait été dommage qu'il reste. Tu vois ? Donc peut-être arriver à comprendre que c'est normal d'avoir une angoisse de mort liée à l'angoisse d'abandon, pour certains, mais qu'aujourd'hui, je suis en sécurité. C'est peut-être ce que tu voulais dire en disant rejoindre son centre. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première chose, c'est que la blessure d'abandon, souvent, elle est générée par le processus de perte de jumeaux. C'est-à-dire que la racine de la blessure d'abandon, elle est anténatale. C'est-à-dire que je perds l'autre et là, j'ai ce sentiment d'abandon. Généralement, avec ce sentiment d'abandon, il y a aussi une impossibilité à vivre la solitude parce que c'est quelque chose qui est démesuré au niveau de la psyché. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Des gens qui se mettent volontairement en solitude pour justement ne pas être abandonnés. Alors ça, non, quand on se met en solitude parce qu'on est bien en solitude, c'est que la cohabitation avec le jumeau était peut-être pas agréable. C'est-à-dire qu'il y a des cas où la fusion, on a des jumeaux collés, on a des processus de perte de jumeaux qui se sont passés d'une façon différente. Il n'y a pas cette fusion, mais il y a plutôt un agacement à être avec l'autre. Donc il y a plusieurs cas de figure. Ça, c'est la première des choses. Pour cette blessure d'abandon, on va trouver deux choses. Tu me parles de l'enfant qui va être abandonné. Si la peur de l'abandon naît quand tu as 3 mois, par exemple, parce que, je sais pas, tu pars à l'hôpital et tu vois plus ta mère pendant un certain temps, c'est pas la même angoisse d'abandon que si tu as une angoisse d'abandon qui naît à l'âge de 5 ans. L'angoisse d'abandon, non. L'angoisse d'abandon, elle tirera toujours sa racine de cette période périnatale. C'est juste une harmonique que tu vas vivre. Mais il faut bien dissocier la blessure d'abandon de la blessure de rejet. C'est-à-dire que l'angoisse, elle va être dans le rejet, parce que le rejet, c'est la mort assurée. L'abandon, c'est pas la mort assurée. L'abandon, c'est affectif. Le rejet, le rejet, lui, est mortel. C'est-à-dire que quand tu es exclu du groupe, dans la biologie, tu es en danger de mort. Parce que tu as besoin du groupe pour survivre. Et là, surtout si tu as 3 mois. Voilà. Donc là, la peur de mourir, elle est là, mais il y a aussi une peur de vivre dans cette blessure de rejet. Hein, tout est C'est intéressant parce que des personnes qui ont cette angoisse d'abandon, s'ils sont abandonnés, à ce moment-là, des adultes, j'en ai connu qui se disent je vais pas y survivre, je vais mourir. Et mieux que ça, ils ont tellement peur de mourir que certains préfèrent se donner la mort que d'affronter, pour en être libérés, que d'affronter cette angoisse d'abandon.
Moi, je le perçois pas comme ça. Ah bon. Je perçois vraiment la blessure d'abandon comme une souffrance émotionnelle et pas comme quelque chose qui est en lien avec la survie. C'est plus émotionnel, c'est-à-dire que c'est affectif. Quand ils sont quittés par leur partenaire, par exemple, ils se suicident. C'est la déchirure, c'est la blessure, encore une fois, c'est la déchirure et la perte du jumeau qui est réactivée. Et ça, c'est une souffrance qui est insupportable. Mais c'est une souffrance insupportable. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le rejet qui, lui, est dans cette pulsion de mort et qui amène au suicide. Dans la blessure de rejet, c'est que j'ai pas le droit d'exister. C'est complètement différent au niveau des formes pensées, des croyances qui sont inscrites. Pour moi, on n'est pas dans le même cadre. Pour moi, c'est deux blessures différentes. Et ce sont deux modes de réaction différents. Si on se suicide, c'est qu'on est dans la blessure de rejet. C'est la structure schizoïde, c'est celle qui mène aussi à la schizophrénie. C'est sur une échelle... et c'est celle-là qui amène au suicide. La blessure d'abandon, si je fais une tentative de suicide, c'est pour attirer l'attention. C'est pour, comme font les hystériques parfois et qui veulent voilà, pas mourir. Je veux pas mourir, je veux qu'on s'intéresse à moi. C'est un appel au secours et affectif. C'est affectif. Pour moi, c'est plus ça. Le passage à l'acte ne se fait que dans la blessure de rejet. D'accord. Donc pour en revenir au conseil qu'on pourrait donner à une personne qui se sent possédée, donc le premier conseil que tu as donné, c'est retrouver son centre. Oui. Ensuite, il y a une pratique qu'il vaut mieux d'abord faire accompagner par un thérapeute, mais qu'on va pouvoir après utiliser tout seul. Ce qui est important, c'est en conscience accepter de vivre l'émotion et la sensation qui est derrière l'émotion, le processus sensoriel qui est derrière l'émotion. Si je laissais traverser, on est des états électromagnétiques, on est fait pour se laisser traverser par une expérience. Cette expérience, elle commence par l'émotion et derrière cette émotion, il y a le processus sensoriel. Donc c'est se laisser crucifier par ce processus sensoriel pour le laisser aller jusqu'au bout. Donc accueillir totalement ce qui nous possède. Accueillir ce qui est. D'accord. Accueillir ce qui est présent. Et cesser peut-être d'en avoir peur. Il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut ouvrir la porte. Oui, parce qu'un des exemples qui m'a été donné, c'est une personne qui me dit, moi le soir je vois des yeux, ces yeux sont très agressifs, mais pour autant que je sache, il ne lui est jamais rien arrivé d'autre que ces visions. Oui, la question c'est ça fait quoi ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps, dans ton cœur et dans ton corps ? Qu'est-ce que ça te fait émotionnellement et sensoriellement ? Donc laisse-toi traverser par ce processus sensoriel et tu vas en être libéré. Mais il faut accueillir ce processus. On est là pour faire une expérience. C'est un schéma d'énergie que tu vas revivre en permanence si tu ne l'accueilles pas. Il va te coller au basque. Donc l'accueillir, dire bonjour. Bonjour les yeux qui m'agressent le soir. Je me laisse crucifier, simplement, et en conscience, pas en fermant les yeux. Il faut affronter le dragon. Encore une fois, ce ne sont que des peurs d'enfants qui sont réactivées. Donc on pourrait dire presque que le fait de lutter contre les renforce. Ah oui. Ça va au-delà de ça, c'est que lutter contre tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que d'abord, tout ce que tu refuses, tu vas le revivre dans ton expérience extérieure, c'est-à-dire que ça va être reproposé sous forme de situation et après sous forme de pathologie dans ton corps physique. Bien sûr. Il y a forcément une correspondance entre ce que tu refuses et les maladies qui vont s'inscrire dans ton corps physique. Ça prend du temps, mais c'est tout est lié. Alors quel autre conseil pourrions-nous donner aux personnes qui se sentent possédées ? On a dit retrouver son centre, accueillir ce qui nous angoisse. Je crois que l'accueil, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est trouver un centre, bien sûr, mais il faut être en capacité d'accueillir. Attention, il faut bien faire la différence entre accueillir la charge émotionnelle et sensorielle et accepter la situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la situation. Ça ne veut pas dire qu'une femme battue doit accepter d'être battue. Elle doit simplement accepter de vivre ce qui est généré en elle comme émotion et comme sensation. Il y a quelque chose vraiment d'important à préciser à ce niveau-là. Je crois que c'est les deux conseils les plus importants, c'est ceux-là.
La solution, la clé de la libération, elle est dans l'acceptation de vivre la charge émotionnelle et sensorielle. D'accord. Quid de la négociation ? Parce que j'ai rencontré des personnes qui négocient, puisque pour eux, il s'agit d'entités externes, des djinns par exemple. Certaines cultures vont négocier avec le djinn en disant « Ok, si tu acceptes de laisser tranquille la personne, nous en contrepartie, nous t'offrirons. » Ça peut être un sacrifice animal, ça peut être une cérémonie, de la musique, des danses. Alors, là tu ouvres une porte qu'il ne fallait peut-être pas ouvrir. C'est tout le thème de l'ouvrage. Là, on rentre dans les pratiques New Age et dans les possessions astrales. C'est-à-dire qu'on rentre dans un processus qui est à l'inverse de ce qu'on est venu incarner. D'accord. C'est-à-dire qu'on est venu dans un chemin de conscience. Et là, c'est donner ton pouvoir et rentrer dans une démarche d'inconscience. C'est donner le pouvoir à l'inconscient. C'est donner le pouvoir à ce qui n'est pas toi. Tu dois rester souverain. Tu dois rester conscient et aller affronter toi-même tes démons. Mm-hmm. Les tiens, déjà. Mm-hmm. Si tu ouvres les portes à autre chose, tu t'en sortiras jamais, tu vas en subir les conséquences et il y aura toujours un prix à payer. Chaque fois que tu vas négocier avec un djinn, une entité, il y a un prix à payer. Mais alors tu parles de New Age, mais enfin je pense qu'il s'agit de pratiques extrêmement archaïques, mais c'est effectivement ce qui est dit en Afrique subsaharienne, c'est pourquoi est-ce qu'on est attaqué par des djinns. Il se pourrait qu'un de nos ancêtres, un grand-père par exemple, qui était pêcheur, a demandé au djinn de l'aider à avoir plus de poissons, en contrepartie de quoi il offrait, je ne sais pas si c'est un sacrifice animal ou une cérémonie, et ça fonctionnait très bien. Tes ancêtres sont décédés, d'accord ? Ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants. Toi, tu as complètement oublié, ça fait plus partie de ton quotidien, et tu n'honores pas les djinns qui ont été sollicités par tes grands-parents, et c'est ce qui est proposé notamment en Afrique subsaharienne, les djinns viennent réclamer leur dû. Oui, on est dans... Alors c'est un tout autre sujet qu'on va ouvrir. Ben, c'est toujours le sujet de la possession. Hein. C'est le sujet de la possession, mais c'est le sujet de la possession. Il faut savoir qu'il y a... comment je vais dire ça ? Il y a deux humanités. Il y a une humanité pré-adamique qui a été conçue dans un but bien précis, dans un but d'être possédée, et c'est une humanité pré-adamique qui rend des cultes sataniques. Donc on est dans de la magie noire et on est dans le satanisme. La prise de possession par les djinns, elle est au départ, si tu veux, destinée aux portails organiques qui ont été créés pour ça, qui ont été créés pour la possession. Mais on est dans une humanité qui n'a d'humanité que la forme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de conscience individuelle et il n'y a pas de capacité d'éveil. Et puis, il y a une humanité adamique qui, elle, a cette capacité d'éveil et qui a un chemin qui est complètement différent. C'est-à-dire que le chemin de cette humanité adamique, c'est d'être en conscience, puisqu'il y a une conscience individuelle, et de s'éveiller, de grandir et d'évoluer. Il n'y a pas de possibilité d'évolution dans un portail organique, dans quelque chose qui a été construit, conçu, pour être possédé par des esprits. D'accord. Mais on rentre déjà dans un tout autre domaine. Ça va demander un peu plus de temps pour expliquer tout ça. C'est sans doute pourquoi l'islam des origines, je ne sais pas comment le dire, interdit, prohibe la négociation avec les djinns. Oui, l'être adamique a le choix. C'est-à-dire que l'être adamique, il a été construit sur une base pré-adamique. La base pré-adamique, c'est les enfants de Lilith. Lilith, c'est la mère de tous les démons. Et puis l'être adamique, en lui-même, qui a été construit à partir d'Ève, dans la Genèse biblique. J'aurais entendu le contraire, moi. C'était Ève qui avait été construite à partir de la côte d'Adam. Oui, à partir de la côte d'Adam. Mais comme l'Adam est construit sur une base pré-adamique,
l'être adamique possède les deux facettes en lui. C'est-à-dire Adam et Ève seraient presque une seule et même personne, non ? Non. Ève amène cette possibilité pour l'être adamique de s'éveiller, de devenir conscient et d'évoluer. Mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'il peut aussi basculer du côté pré-adamique, puisque c'est aussi une culture, le pré-adamisme, une culture avec des rites sataniques, avec du cannibalisme, avec des offrandes, avec des possessions, avec c'est l'offrande des enfants à Baal, c'est les sacrifices humains, c'est tout ça. C'est ce qui est demandé à Abraham quand on lui dit tu dois sacrifier ton aîné. Voilà. Hein? Ok. Donc il y a ces deux humanités qui se côtoient. Et l'être adamique a le choix de basculer du côté pré-adamique. La problématique, c'est que s'il rentre dans ce processus-là, il n'est plus dans sa dimension adamique, il n'est plus dans sa dimension... Pour faire le lien avec la culture subsaharienne, c'est ce que font ces pêcheurs lorsqu'ils demandent à être aidés par des djinns. Oui. D'accord. Et ces fameux djinns qui viennent demander des comptes aux enfants, petits-enfants, etc. Bien sûr. Parce que les djinns sont toujours vivants alors que les grands-parents sont décédés. Tu peux être adamique et avoir basculé dans ce côté où tu vas rentrer en négociation avec des djinns. D'accord. Et c'est ce qui se passe aussi dans le New Age. On parlait du New Age tout à l'heure. C'est ce qui se passe avec les guides, avec les entités. Encore une fois, il n'y a pas de... Tu es souverain. Tu es une émanation du divin en incarnation. Tu es souverain. Ce que tu dois amener, c'est de la conscience. C'est conscientiser les choses. Et pas laisser ouvrir la porte à une entité qui ferait le boulot à ta place, à quelqu'un qui viendrait te guérir à ta place, à quelqu'un qui... Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Tu peux le faire, tu as le libre choix de le faire. Bien sûr. Mais tu renies, si tu veux, ton humanité, ou ta possibilité d'humanité. D'accord. Donc on négocie pas avec les djinns. Jamais. On les accueille, on reste souverain dans son centre. On reste souverain dans son centre, on n'a pas besoin des djinns, on est bien plus puissant que les djinns. Oui. On a ce pouvoir de création, et alors, pour comprendre les djinns, encore une fois, il faut comprendre que dans notre incarnation, on est venu faire des expériences, on est venu expérimenter. Si on se place un petit peu sur un autre plan, tout est énergie. C'est ce que la physique quantique nous explique, tout est énergie, et il faut qu'il y ait un observateur conscient pour que ces schémas d'énergie, ces paquets d'ondes, se transforment en particules d'expérience. Tout est une illusion holographique, mais il faut qu'il y ait un témoin, une présence, qui ait ce pouvoir de création dans la matière. Nous sommes ce pouvoir de création dans la matière, mais on est influencé dans la création de notre réalité par ces djinns ou par ces énergies refoulées. L'origine de tout ça, du point de vue de l'énergie, c'est que on est mandaté pour faire une expérience. Cette expérience, c'est un schéma d'énergie complet qui a deux facettes, une positive, une négative. Tout est polarisé. Si je refuse de vivre la partie que je considère comme négative d'une expérience, ce schéma d'énergie, il n'a pas été digéré dans son ensemble, il n'a pas été expérimenté dans son ensemble. Donc il y a une partie qui est refoulée. Cette partie que je vais refouler donc dans mon inconscient, cette partie qui va être associée à un traumatisme, elle va me coller au basque jusqu'à ce qu'elle soit réincorporée à l'expérience. Ça, c'est à titre individuel, mais à titre collectif, la somme des énergies refoulées, qui va s'agglomérer en égrégore, qui va s'agglomérer, va faire ce qu'on appelle l'astral. L'astral, c'est un espace où il n'y a que de l'énergie refoulée, donc de l'inconscient collectif refoulé. Quand je vais donner à un schéma d'énergie refoulée une forme, je vais pouvoir l'appeler un djinn, ou une entité, ou ça va être en fonction de mon niveau de représentation, de conscience de représentation. On peut dire que le djinn, c'est ma création ? C'est une création collective. D'accord. On peut dire que l'entité, c'est ma création. Ce qui me possède, c'est ma création. Et après, quand on est dans le collectif, parce que ce sont des agglomérats
d'énergie refoulée, qu'on va pouvoir appeler un djinn, oui, qu'on va pouvoir appeler ce que tu veux. Et c'est nous qui leur donnons leur pouvoir, en fin de compte. Et c'est nous qui leur donnons le pouvoir pour agir de la façon dont ils veulent, eux, c'est-à-dire se réapproprier l'expérience de la matière. Bien sûr, mais avec un compromis, c'est je vous permets d'exister, mais en contrepartie, vous me permettez de pêcher plus de poissons. Par exemple. Tout est magique, tout fonctionne par magie. Ce sont des mages noirs qui sont au pouvoir et qui dirigent un petit peu la planète. Il n'y a pas il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Et l'effet dans la matière a toujours une cause invisible. Cette cause invisible, elle est manipulée par des gens qui savent manipuler. Bon. Ou par ces lignées préadamiques. On va se protéger des mauvais esprits, mais on va essayer de ne pas tomber non plus dans la parano. Il n'y a pas à se protéger. C'est dangereux. Il n'y a pas à se protéger. La solution, c'est de changer son état vibratoire. Ouais. C'est-à-dire que plus on va monter, grandir en conscience, et plus on va, à partir de ce centre, retrouver notre humanité. Retrouver notre humanité, on sera au-dessus de ces entités, de ces schémas d'énergie. C'est juste une question d'incarner notre humanité. Si j'incarne mon humanité, je suis sur le plan de fréquence qui est inaccessible à ces entités. Si je suis ici, maintenant, au présent, déjà, ça suffit. Ça, c'est dit. Hein. Ça, c'est dit dans certaines religions. Dans l'islam, par exemple, il est dit que quand tu jeûnes, tu ne peux pas être attaqué par des djinns. Il est dit que quand tu rentres dans une mosquée, tu ne peux pas être attaqué par des djinns. Il est dit que quand tu fais tes prosternations, quand tu fais tes prières, tu ne peux pas être attaqué par des djinns. Mais on le trouve aussi dans le zen. Dans le zen, il est dit que lorsque tu es assis en méditation, tu ne peux pas, a priori, si tu es pleinement concentré, être attaqué par des mauvais esprits. Bien que... Non, si tu es vraiment en conscience, tu ne peux pas être attaqué par des... Moi, j'ai vu dans les dojos parfois des gens avoir des réactions étranges après avoir médité, où on sent bien qu'ils se faisaient posséder par quelque chose. Mais même dans l'histoire du Bouddha, avant son éveil, il est torturé par des dévas, il est assailli par ses démons. Et effectivement, il fait comme tu dis, hein, il accueille, c'est-à-dire qu'il reste en méditation, et il est dit que les armées du diable, qui s'appellent Mara en Inde, l'attaquent en lui lançant des flèches enflammées, et comme le Bouddha reste impassible, et qu'il ne réagit pas, donc c'est le fameux accueil dont tu parlais tout à l'heure, les flèches enflammées se transforment en pétales de lotus, et non seulement ne le dérangent pas pendant sa pratique, mais même l'accompagnent. Non, mais c'est vraiment une question de fréquence. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on n'est pas une humanité, on est une pré-humanité. C'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, on agit à partir de nos peurs profondes, hein, nos peurs de manquer, notre peur de souffrir, notre peur d'être rejeté, tout ça. Ça, ce sont des peurs d'enfants. Pour acquérir notre humanité, il faut vaincre ces peurs. Donc il faut aller les affronter, les digérer, pour changer de fréquence, pour vraiment agir à partir de cette humanité. Quand tu te présentes, tu dis, moi, voilà, je suis ici, moi, mon centre est là. Et quand j'agis à partir de mon humanité, j'incarne qui je suis, et j'incarne la conscience et le divin dans la matière. Et c'est ça mon rôle. Donc l'humanité sera humaine à partir du moment où elle aura vaincu ses peurs d'enfant. Ça, c'est pour les adamiques. Il y a une partie de l'humanité, les pré-adamiques et ceux qui ont basculé, qui, eux, de toute façon, n'auront jamais cette capacité-là. D'accord. Donc ça, c'est fini. Par contre, il faut être bien conscient que les gens qui nous dirigent sont les fils de Lilith. C'est les lignées pré-adamiques, c'est la lignée de Cham, c'est ce qui a été exclu après le déluge. Il y a eu Noé à 3 fils, il a Sem, Japhet et Cham. Et toutes les lignées de Cham sont des lignées, tous les descendants de Cham sont des lignées qui ont des cultes pré-adamistes. Ce sont des satanistes. C'est Nimrod, c'est les Amorites, c'est Babylone. Hein. Nimrod, c'est Babylone. Donc, il y a des gens pour qui on ne peut rien faire, mais il faut être conscient qu'ils existent. C'est-à-dire qu'on peut comprendre le monde ou la géopolitique ou tout ce qui nous arrive que si on a conscience qu'au plus haut niveau des élites, il n'y a pas d'humanité. D'accord.
D'accord. Donc le conseil, pour plagier un petit peu ce que disent déjà les religions, qu'on peut donner aux personnes qui se sentent, à tout le monde en fait, travailler sa générosité. C'est pas travailler sa générosité, c'est émaner son humanité. Oui. Mais pas forcément envers les autres, d'abord pour soi-même. D'abord trouver cet endroit intérieur, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder à l'extérieur, il faut regarder à l'intérieur. Et aller chercher à l'intérieur tout ce qui empêche d'être un être humain. D'accord. Qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans mon humanité. D'accord. Donc il faut conscientiser d'abord. C'est encore une fois, on revient à trouver un centre qui permet d'observer. Il y a un travail, on peut faire un travail thérapeutique, c'est le sens du détachement émotionnel express, c'est faire ce travail thérapeutique. Mais c'était ce que proposait aussi Arnaud Desjardins à son époque, de travail de nettoyage couche par couche de toutes nos perturbations émotionnelles. L'émotion, elle est là quand il s'agit de la survie. Mais en dehors de la survie, un sage n'a plus d'émotion, il est dans son état d'être. C'est bien plus profond et c'est bien plus puissant que de réagir émotionnellement. Et réagir émotionnellement, c'est réagir en préhumain, c'est réagir en enfant. Réagir avec son humanité, c'est réagir en adulte. Mais quand même, ton conseil, si je suis dans l'émotionnel, c'est de l'accueillir d'abord. Oui, c'est de l'accueillir d'abord. Il y a un travail à faire. Parce que là, récemment, je me suis mis en colère contre quelqu'un et je l'ai vraiment regretté. Je me suis dit, mince, j'en suis encore là. Et en fait, non. Je devrais dire, j'accueille. Il faut identifier d'abord. C'est-à-dire que tu peux accueillir, mais tu peux identifier. Est-ce que ce qui est touché, c'est par rapport à un trauma et c'est une émotion qui est juste une projection de quelque chose de plus profond, ou est-ce que c'est vraiment, ça touche à ma survie, ou ça touche à... voilà. Si c'est dans le reptilien, c'est juste, on peut se mettre en colère. C'est pas, il ne faut pas tuer la colère. La colère, elle est nécessaire pour survivre. Oui. On a en nous cette partie animale en me mettant en colère, j'ai mis la personne à distance. Déjà. Voilà, mais est-ce que c'est un problème de territoire, ou est-ce que c'est un transfert par rapport à quelque chose que j'ai vécu par rapport à quelqu'un d'autre? C'est ça qui est important. Donc il faut mettre de la conscience. C'est observer, mettre de la conscience. Il ne faut pas empêcher la colère. Il faut l'observer. D'accord. Oui, on en revient au zen. En fonction de l'origine, elle va tomber d'elle-même si je fais ce travail d'observation. D'accord. Ok, mais écoute, c'était passionnant tout ça. Je crois qu'on aura encore énormément de choses à dire. On va peut-être laisser tourner la caméra, aborder d'autres sujets. Mais donc tu as un site? Alors, le site c'est de-express.fr. D'accord, donc moi je vais le mettre en commentaire sous la vidéo YouTube. Donc on fait du détachement émotionnel express, moi je forme des thérapeutes. D'accord. Donc il y a toi qui forme, et t'accompagne, qui peut accompagner éventuellement. Oui, qui accompagne beaucoup les hypersensibles. D'accord. C'est-à-dire que ça se fait uniquement en présentiel, j'imagine. Non, elle fait ça aussi en visio maintenant. D'accord. Parce qu'elle a acquis suffisamment de subtilité pour pouvoir accompagner. En tout cas, si vous êtes intéressé par le travail de Jean-Marc, je vous mets en description le lien de son site, et puis comme ça, vous pourrez prendre contact avec Jean-Marc ou sa compagne, soit pour apprendre, soit si vous en avez éprouvé le besoin, de faire une thérapie avec eux. Alors, ce qui est important pour les hypersensibles, c'est qu'on a un déficit effectivement de thérapeutes hypersensibles. Ah. Et ça, c'est bien parce que quand un hypersensible accompagne un autre hypersensible, c'est beaucoup plus facile en thérapie. C'est récent, il n'y a pas tellement de pratiques qui permettent ça, et il y a très peu de thérapies qui permettent de comprendre les hypersensibles, les Asperger, les HPE, enfin... Oui. D'autant plus que soit on les identifie plus facilement maintenant, soit ils se développent, parce qu'on en parle vraiment beaucoup. En consultation, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire que... pourquoi ? Parce que l'hypersensible, il souffre et il a envie de s'en sortir. Un neurotypique, il a une capacité de résilience qui est un peu plus... Il s'adapte plus facilement. Voilà, il s'adapte plus facilement. Même s'il souffre toute sa vie, il va peut-être continuer avec sa souffrance. Et finir avec un cancer. Alors que, oui, mais un hypersensible aussi, s'il ne fait pas le travail. Parce que un hypersensible, il est en insécurité structurelle, il y a une surproduction de cortisol, il y a tout un tas de choses qui se passent dans l'organisme qui fait que il faut quand même qu'il fasse un travail sur lui pour aller mieux. Il y a l'alimentation, il y a les recharges en électrons, il y a plein de choses à faire. D'accord, ok. Il y a plein de pistes. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui te remercie. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.